Podcourts, le podcast qui prolonge l'échange. On va commencer un peu par votre parcours, comme Oui. je disais. Donc vous êtes grenoblois. Vous avez appris le métier sur le tas, en fait, un petit peu. Vous avez passé un bac scientifique. Après, vous avez frappé directement à la porte de Radio France Isère, je crois. Ouais, Ouais. j'ai juste le bac, je suis, on va dire, autodidacte. J'ai véritablement commencé comme pigiste au Progrès. J'étais encore en terminale. Sur ma mobilette, j'allais faire des matchs alors de foot, de promotion d'honneur régionale, de la 4e division de hand féminin. Donc, je faisais des petits articles au Progrès. Ce qui m'a permis de mettre un pied, on va dire, entre guillemets, dans le milieu. Et France Bleu Isère, donc ça s'appelait à l'époque Radio France Isère, effectivement, j'avais postulé en même temps et le responsable des sports m'a rappelé en fait un an après. Ok. Ouais, parce qu'à l'époque, quand j'ai postulé, ils avaient tout ce qu'il fallait en pigisme, puis ils en ont perdu entre-temps. Et donc, il m'a appelé. À l'époque, il n'y avait pas de portable et tout ça. Donc, c'était mon père qui avait décroché et qui m'avait laissé un mot. Il faut rappeler, Radio France Isère, etc. Et j'ai commencé comme ça, comme pigiste. Effectivement, c'était en 87 déjà. Ça remonte loin. Le Progrès, d'abord, donc en terminale, c'était dans l'idée déjà de faire du journalisme sportif, parce que vous, votre truc, c'était plutôt la caméra, le divertissement. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que mes deux passions, c'était le divertissement, les variétés. J'ai toujours été, alors là, depuis tout petit, je suis tombé là-dedans. Ma mère me disait que je mettais déjà à 2 ans, je mettais les disques sur l'électrophone, etc. Dans la voiture, je chantais les chansons, les tubes du moment, je saoulais mes parents. Donc, j'étais fan des émissions de variété. Et puis après, le sport, c'est venu. En plus, mon père était dirigeant du club de foot de Grenoble. Il m'emmenait au stade, etc. Et puis donc il regardait toujours les matchs à la maison. Il y avait toujours les matchs de foot, de rugby, etc. Donc c'est vrai que ça m'avait bien plu aussi quand j'étais gamin, et c'était une autre passion. Et quand on est grenoblois, mon père était agent d'assurance, enfin j'avais aucun contact, etc. Et c'est vrai que d'entrée, je pouvais pas rentrer dans le divertissement en fait. Donc c'est vrai que j'ai commencé avec le sport et j'ai postulé à la radio. Donc avant de faire de la télé, ce qui est une très bonne école parce que je pense qu'il vaut mieux commencer par la radio. Ça permet aussi de poser sa voix, d'acquérir un petit peu quelques éléments importants. C'est toujours bien de faire radio et télé ensuite, je pense. Donc, toujours en radio, ensuite vous partez à France Bleu Nord, et là, Oui. ça se passe mal. Vous êtes licencié, je crois. Ouais, alors ça reste pas un mauvais souvenir, mais ça s'est terminé, oui, en autre boudin, si je puis dire. Donc, effectivement, le directeur est parti au bout de 2 ans. Et puis ceux qui ont pris la suite, en fait, n'ont pas voulu me garder. En fait, ils m'ont fait traîner sans me donner de réponse, savoir si j'étais repris à la rentrée. Et je suis parti de moi-même, en fait. J'en ai eu marre. Je faisais les matinales du week-end. Et la dernière matinale, ça devait être début juillet. J'ai dit au revoir aux auditeurs et le lendemain, j'étais parti. J'avais quitté la région. Par contre, là, après, ça a été une période difficile parce que je me suis retrouvé 6 mois au chômage où là, le téléphone sonne plus. Je me demandais comment j'allais m'en sortir, quoi. Et c'est là que j'ai frappé à la porte de France 3 Grenoble, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Jérôme Didier, qui était connu dans la région. Ça a traîné. Puis à un moment donné, j'ai insisté, ce qui n'est pas dans ma nature. J'ai horreur de rappeler les gens 3, 4 fois, 5 fois. Mais bon, je l'ai fait quand même parce que j'avais vraiment plus rien. Et là, un jour, c'était un vendredi, il me dit demain, il y a un match de hockey. J'ai personne, tu viens. Et voilà, donc je suis venu et puis ils m'ont gardé. Donc là, on est en quelle année 80... Là, on est en fin 92 en fait, fin 92. Ouais, et je vais rester 5 ans à France 3 Grenoble. Je co-présentais le magazine des sports donc de France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. On était 3. Et puis, je suis devenu présentateur du JT, en fait. En 96, je l'ai fait 2 ans. Donc là, le rédacteur en chef m'a confié le journal. Je présentais le journal, c'était à 12h
12h10 et à 19h10. Je faisais les 2 éditions. Et ça a été une étape importante aussi parce que ça me sortait du sport et ça m'a permis, justement, on en parlait que j'étais autodidacte, j'avais pas fait d'études et en fait je me suis vraiment plongé dans plein de choses en fait, de choses qui me manquaient, des lacunes en termes politiques, judiciaires, comment fonctionnait le conseil régional, le conseil municipal, la différence entre une cour d'assises, la correctionnelle, tout ça. Enfin bon, tout ça, je me suis vraiment plongé là-dedans parce qu'il le fallait. À l'époque, en plus, on avait une actu incroyable parce qu'on était en plein dans les affaires Carignon. Il y avait des tas d'histoires. Donc voilà, ça m'a beaucoup apporté. D'accord. Et ensuite, donc, quelques années plus tard, en 99, je crois, vous intégrez la maison mère France Télé via Toulouse Sport et grâce à Jacques Segui, hein, c'est bien ça? Grâce à Jacques Segui, qui était effectivement déjà un grand nom du journalisme. Et il était le patron de tout le sport. Ouais, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, en 95, j'avais envoyé une cassette. C'était des cassettes à l'époque. Ça nous rajeunit pas. J'y avais envoyé. Et donc, à l'époque, c'était Gérard Rolls qui présentait. Donc, il avait répondu qu'il y avait pas de place, en fait. Et il m'a rappelé 3 ans après. C'est ça qui est en 98. Où là, il s'était séparé d'un des journalistes qui présentait en remplacement, et il avait besoin de quelqu'un pour l'été. Et il se souvenait qu'il y avait un jeune qui est à France 3 Grenoble, qui pouvait faire l'affaire. Il avait un bon souvenir, il avait vu l'émission que je présentais. Et je ne sais même pas s'il se souvenait de mon nom, mais bon, il a réussi à trouver. Là, j'avais, à l'époque, les portables existaient, donc il m'avait appelé sur mon portable. Et je suis arrivé à l'été 98, effectivement. Et là encore, en fait, j'ai la chance qu'à partir du moment où je mettais un pied quelque part, du coup, ils m'ont gardé. C'est quand même une chance. Donc, j'ai fait les remplacements après. C'était Henri Sagnier à la Toussaint, à Noël, enfin pour les vacances. Et à l'été 99, ils m'ont embauché définitivement. Voilà, c'était Patrick Chen qui était directeur des sports à l'époque et qui avait signé mon contrat de CDI. Donc, vous commencez à travailler plus spécifiquement sur Roland, je crois, en 2001 avec le journal de Roland-Garros. Exactement, ouais, vous êtes bien renseigné, effectivement. Ouais, Ouais. 2001-2002, je récupère le journal de Roland-Garros, qui était très regardé d'ailleurs à l'époque. C'était plusieurs millions de téléspectateurs pour tous les gens qui n'avaient pas pu voir les matchs la journée. Ouais, au-dedans, on mettait un petit peu des chroniques un peu anachroniques, si je puis dire, d'ailleurs, sans jeu de mots. Je me souviens on avait une rubrique qui s'appelait, c'est pour ça que je pensais à ça, qui s'appelait Anachronique, avec Anna Kournikova. Je me souviens avoir reçu Andy Roddick aussi dans le journal, où son entraîneur c'était Tariq Benabiles, et je me souviens que j'avais une image de Benabiles quand il était jeune joueur. Oui, il avait une tête de gamin à Roland-Garros, justement, et donc j'avais un gros plan, et quand j'ai montré à Roddick, il a explosé de rire, il a failli tomber de sa chaise, tellement ça l'a fait marrer. C'était assez rigolo. Et puis 2 ans après, c'était le directeur des sports, c'était Frédéric Chevitte. Je me souviens qu'il m'avait convoqué pour m'annoncer un changement. Alors, je me suis dit, parce que j'aimais bien de faire le journal. Et c'est là qu'il m'annonce, c'est toi qui va être sur la terrasse, qui va présenter. C'était en 2003, j'avais pris la succession de Gérard Rolls, 2003, et donc depuis, j'ai plus quitté cette terrasse. C'est le Graal, un peu la terrasse. C'est le Graal, ouais. Ouais, c'est le Graal. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire, je me souviens que c'était avec Nicolas Vinoy qui suivait le tennis. Donc, on avait beaucoup réfléchi à comment faire évoluer en fait la retransmission. Donc, par exemple, on a fait venir donc pour la première fois les joueurs, les joueuses sur la terrasse. Et la toute première, le premier jour, ça a été Serena Williams. Je m'en souviens très bien parce que ça a été des négociations quand même en amont très très longues avec l'ATP, la WTA, avec la Fédé. Et donc Serena, c'était, je pense, le pire exemple. On avait commencé très fort
parce qu'elle était complètement parano par rapport au public. Donc, elle voulait donc déjà, elle a dû traverser, je sais pas, faire 10 mètres pour traverser la foule, pour venir sur notre plateau, prendre l'ascenseur en bas. Et donc, alors, elle a failli avoir un malaise. En revanche, c'était 1 minute 30 chrono, mais c'était pas 1 minute 31. Hein. Et donc, je fais l'interview et donc je vois son agente qui déclenche le chrono. Et au bout, à 1,29, top, on arrête tout. D'accord. Et donc j'ai dû lui poser, je crois, 2 questions. Je n'ai pas revu la séquence, mais j'ai dû lui poser 2 questions. Pardon ? C'est pas si mal, 1 minute 30. C'est pas si mal, hein. Ouais, c'est sûr. Mais enfin, après, quand on a fait des 10 minutes, un quart d'heure avec des Nadal, des Federer, etc., c'était quand même plus confort. Mais voilà, ça, c'était quand même un vrai plus, effectivement, de faire venir toutes ces stars sur la terrasse, à peu près une par jour. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous a marqué pour les bonnes raisons et d'autres pour des mauvaises raisons quelles sont les interviews les plus mémorables en fait, que vous gardez en tête? Ouais, il y en a pas mal. Hein. Alors, je me souviens, l'année suivante, en 2004, j'avais fait venir Tatiana Golovin, qui deviendra... quelques années plus tard, notre consultante, et Tatiana était encore joueuse, et c'était pendant le match Santoro-Clément, qui avait été déjà interrompu la veille et qui avait repris en début d'après-midi, en match 2. Et on est au 5e set, et je dis à Tatiana, est-ce que ça ne te dérange pas si on attend la fin du match ? On était à, je ne sais plus, 5-4, un truc comme ça, quoi. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, je préfère aussi le faire en direct. Et le match a duré 1h15 de plus. C'est le plus long de l'histoire de Roland-Garros, le 6h33. Et ça a été terrible, parce que alors là, justement, son agente aussi était folle furieuse, puisque Tatiana voulait rester, parce qu'en même temps, elle regardait le match depuis la terrasse. Donc ça, c'était un souvenir marrant, mais... Bon, en même temps, je comprends qu'elle avait d'autres choses à faire. Bon. Et au final, votre meilleure interview terrasse, est-ce que ça serait laquelle? Moi, je pense que Nadal et Federer, ça reste quand même toujours des bons souvenirs. Federer, ça a toujours été des grands moments avec lui, bien évidemment. Et je me souviens d'une fois aussi où Nicolas Canteloup m'avait appelé. C'était l'année de sa victoire, en 2009. Donc le jour de la finale, donc Canteloup m'avait appelé en me disant si tu veux je peux venir parce que j'imite Federer avec le côté corne de brume un peu quand il parle. Donc Nicolas était venu avant la finale, donc Roger n'était pas là, hein, bien sûr, et la séquence est super drôle. Et quand Roger est venu après sa victoire sur le plateau, on a repassé le bout d'interview quand il l'imite, et en plus il dit des choses du genre ouais, j'aurais préféré tomber contre un Français en finale parce que bon, en 3-7 ça aurait été plié, bon, etc. Et Federer était mort de rire, quoi. Bon, après il y a tous les souvenirs avec Nada, avec Rafa, qui est peut-être le joueur pour moi le plus fantastique humainement. Je me souviens aussi d'une fois où c'était une finale, alors je ne sais plus laquelle, contre Djokovic qu'il avait gagné, mais où il était sorti avec des crampes partout. Donc, en fait, il n'avait pas voulu monter là, pour le coup, sur la terrasse. On l'avait fait dans le studio, juste à la sortie, parce qu'il était vraiment épuisé. Et quand l'interview se termine, il se lève et il va saluer quand même tous les techniciens, le son, serrer la main, etc. Et là, je me dis, c'est quand même... J'en ai vu d'autres, je ne citerai pas de nom, mais qui disent même pas au revoir en partant. Ils sont rares, ouais. Mais... ouais, un ou deux Français. Pardon ? Non, je peux pas. Je peux pas. Non, mais voilà, quoi. Nadal, il s'est beaucoup amélioré, je trouve, en plateau. Parce qu'il était très timide quand même au début, très réservé. C'est un peu la double facette quand même du personnage, hein, qui sur le court est un guerrier et qui dans la vie est d'une politesse un peu réservée, un peu timide. Donc voilà. Mais dans les anecdotes aussi, il y avait Djokovic aussi qui choisit, il aime bien choisir les horaires, les jours et les. Oui, par exemple, en fait,
pour lui, il y a plus de monde le week-end devant le poste. Donc, il aime bien venir le samedi soir, enfin en fin d'après-midi, ou le dimanche en fin d'après-midi. Ça, Une interview qui s'est mal passée ou qui est un mauvais souvenir, est-ce qu'il y en a? Alors, non, très franchement, je sais qu'il n'avait pas apprécié, c'était Wawrinka, qui est un garçon aussi que j'adore. Je l'avais un peu branché sur son short. Vous vous souvenez de son short? Hop. Le short pyjama, là. Ouais, le short pyjama. Ouais. Donc, j'y avais dit, mais vous avez perdu un pari avec un pote, ou etc. Et j'avais su après qu'il avait assez mal pris la question, mais il était revenu. Oui, il était revenu quelques jours après sur la terrasse parce qu'il était allé très loin. Donc, je l'avais réinvité et il avait été. Bon, il m'avait dit, ouais, c'est vrai que c'était un peu limite, mais il avait été super sympa. Et voilà, donc ça, c'était pas mal passé, quoi. Mais non, très franchement, j'ai pas de souvenirs. J'ai pas de mauvais souvenirs, j'ai pas de joueurs qui sont. En même temps, bon, on essaye de. Enfin voilà, on est toujours bienveillant hein, quand même si on dit des choses, on essaye d'être franc dans les interviews, mais il n'y a pas de raison d'être d'être méchant avec eux. Hein. Et une interview, vous avez ramé, ça c'est la hantise, j'imagine, du journaliste télé, mais voilà, un joueur qui est là ou une joueuse qui est là sur le plateau et qui parle pas, il faut le relancer et c'est. Bon, alors les Espagnols, en dehors de Rafa, c'est vrai que c'est toujours été les Robredo, même Moya qu'on avait reçu, je me souviens, Ferrero, c'était sympa, hein, Ferrer, sympa, mais alors c'était toujours un peu difficile quand même de les faire se lâcher. En fait, quand j'ai commencé, donc 2003, c'est vrai qu'on était les périodes, justement, Ferrero, Gaudio qui gagne l'année d'après, là, tous ces Argentins en 2004, là, 3 en demi-finale. C'était pas une période formidable. Et puis après, si vous voulez, moi, la chance qu'on a eu tous de suivre cette période-là, c'est d'avoir les 3 plus grands joueurs de l'histoire du tennis ensemble. Alors j'ai lu quand même que vous avez réussi à faire boire du champagne à Mara Sharapova sur la terrasse. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Ah oui, ça c'est exceptionnel ça. Ah oui, ça l'anecdote aussi. Vous avez raison, je l'avais oublié celle-là. En fait, c'était l'année donc elle va en finale le samedi et le vendredi. Donc en fait, elle refusait de venir sur la terrasse. Elle ne voulait pas parce que j'insistais énormément. Donc je vais la voir faire l'interview dans le studio le vendredi, la veille de sa finale. Et donc, bon, elle est charmante, ça se passe très bien. Et je lui dis à la fin, Maria, j'ai un petit pari à faire avec vous. Est-ce que vous acceptez, si demain vous gagnez la finale, de venir sur la terrasse fêter votre titre? Et là, elle me dit OK, elle sourit. Et puis elle me dit, mais la seule condition, c'est qu'il y ait du champagne. Parce qu'elle adore ça. C'est sa boisson préférée. Voilà. Donc, effectivement, donc elle gagne. Et là, c'est incroyable parce que du coup, dès qu'elle a reçu la coupe, elle enjambe les fleurs du central, elle monte par la tribune qui a commencé à se déserter, à être désertée, et elle arrive sur le plateau. Et nous, on avait prévu le champagne et tout ça. Et donc, elle a bu au moins une coupe, ouais, je pense. Et là, Maria Sharapova un peu gay, ça... Non, elle n'était pas. Non, mais voilà, ça avait été sympa. Puis elle avait été, ça avait été une super interview, forcément, hein, après la victoire. Puis elle était toute contente. Et elle est revenue d'ailleurs. Elle est revenue la fois d'après, quand elle a gagné une seconde fois. Donc, et on avait le champagne aussi, évidemment. Mais sans lui demander, cette fois, on avait déjà prévu. Alors, en fouillant, j'ai retrouvé d'autres anecdotes de terrasse comme ça qui m'ont fait rire. En 2014, Teddy Riner qui balance une balle pendant un match de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, ça aussi. Vous avez raison, vous me rafraîchissez la mémoire. Ouais, je reçois Teddy comme souvent. Et je me souviens, il y avait aussi Nicolas Batum. J'avais les deux sur le plateau, les deux géants. Voilà. Et donc, on attendait un changement de côté pour faire l'interview. Et donc, c'était Richard Gasquet qui jouait.
À l'époque, on avait des balles de tennis en élément de décor sur la table, en fait. Et à un moment donné, je sais pas, il trouvait que c'était long. Il prend une balle, il se lève et il la balance sur le court, mais en plein échange. Et donc, c'est assez. Donc, il y a Lionel Chamoulot qui commente et qui dit une balle qui vient d'arriver sur le court. Personne ne sait ce que c'est. Richard non plus. Le point s'arrête et rejoué à cause de ça. Et je dis à Teddy, mais t'es complètement fou. C'est un truc qui se fait. Bah oui, c'est comme si, je sais pas, on envoyait un chien sur le tatami pendant qu'il est en train de combattre. C'est un truc de fou. Et ce qui est drôle, c'est que donc j'ai expliqué moi après au retour plateau pour le changement de côté, j'explique. Donc là, Lionel est mort de rire. Et en conférence de presse, Richard, un journaliste lui dit, vous savez que c'est Teddy Riner qui a jeté la balle au moment où vous étiez en train de jouer. Et Gasquet dit bon ben c'est pas grave, de toute façon je vais pas aller l'engueuler. Donc, oui, personne ne dit rien. Teddy. Ouais. Mais on en reparle avec Teddy, c'est vrai que c'était marrant. Mais Teddy, il est imprévisible, donc puis c'était pas de notre faute. À propos du public, vous avez poussé un petit coup de gueule il y a 2 ans sur l'absence du public. Alors, c'est un sujet assez classique à Roland-Garros. Mais voilà, qui n'était pas là au début d'un match entre Federer et Nadal. Oui. Mais c'était spontané en fait, parce que j'étais sidéré. J'ai été révulsé parce que d'avoir Federer-Nadal en demi-finale, sachant que ça serait peut-être la dernière fois qu'on les verrait tous les deux face à face à Roland-Garros, et de voir qu'ils entrent sur le court, ces 2 immenses champions, dans un stade vide, parce que les gens qui ont des billets, alors que des dizaines de milliers de personnes auraient aimé avoir un billet, et de savoir que ceux qui ont un billet sont en train de déjeuner, je trouve que c'est une insulte qui a été faite à ces joueurs, à ces 2 grands champions. Donc c'est vrai que c'est sorti un peu comme un cri du cœur, quoi, parce que je trouvais ça indécent, vraiment. Et vous êtes plus Federer ou Nadal alors? Vous allez être consensuel là si je vous pose la question. Non, mais pour moi, Federer, c'est le génie absolu. Ça reste, je pense que c'est quand même le plus grand joueur de tous les temps, pour moi. Et c'est celui aussi qui a été le déclencheur. C'est lui qui a, je pense, mis Nadal à ce niveau, puis après Djokovic. Quand je dis à ce niveau, c'est pas seulement le jeu, c'est aussi dans la façon d'être. En fait, c'est-à-dire que Federer, c'est la classe, l'élégance, et je pense que Nadal et Djokovic ont dû se mettre aussi à ce niveau-là, à son niveau, faire un peu la même chose, même s'ils avaient les capacités, déjà, ils l'auraient peut-être fait sans lui, vous voyez, mais voilà, c'est lui qui a donné cette dynamique de joueur finalement assez parfait sur tous les plans. Même si Djoko, il a aussi il a son caractère et il a aussi ses frasques, bien sûr. Il paraît qu'on vous confond avec Federer, d'ailleurs, j'ai lu ça quelque part. C'est plutôt flatteur, il n'y a pas de problème. Vous avez le même revers en plus, ou le même coup droit? Ouais, j'ai le même revers, c'est ça. D'ailleurs, de temps en temps, je lui donne des cours. Mais vous jouez encore ou vous faites comme dans votre chanson, pas de sport, pas de stress? No sport, no stress. Il y a longtemps que j'ai pas joué quand même, pour tout vous dire. Ouais. C'est vrai que c'est en vacances, c'est vraiment comme comme détente, quoi. D'accord. Ok. Alors justement, les consultants, parce qu'on a parlé de vos relations avec les joueurs, mais pas avec les consultants, et vous avez eu quand même filé un grand paquet. J'ai calculé, j'ai dû en avoir 14 ou 15 en fait, avec moi. Ouais, alors donc, est-ce qu'il y en a certains avec qui vous avez noué une connivence particulière ou une amitié particulière? Alors, moi, quand même, le premier nom qui me vient, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui me manque beaucoup, c'est Patrice Dominguez. Patrice, on avait travaillé ensemble aussi quand j'étais à Europe 1, puisque c'était le consultant d'Europe 1. Qui était extraordinaire, parce que Patrice, vous lui demandiez un papier d'1 minute et il vous faisait 1 minute, quoi, montre en main, sans avoir rien écrit. Il y a un joueur, 135e joueur,
qui faisait un exploit sur un tournoi, on l'appelait, et il nous faisait toute la vie de ce joueur totalement inconnu. Bon, il était, et puis voilà, c'était Patrice. C'est vraiment quelqu'un qui me manque. Je me souviens, j'avais fait la Coupe Davis avec lui à Lille, où il allait mieux, il était en rémission. On s'est dit, il avait repris un peu du poids, et puis malheureusement, quelques mois après, c'était fini. Voilà, lui, c'était fantastique. Alors après, avec Justine, on travaille ensemble. Elle est vraiment à mes côtés depuis plusieurs années. On a une vraie complicité tous les deux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Avec Tatiana, on a travaillé, je crois, 4 ans aussi ensemble. Voilà. Mais je garde un très bon souvenir de tous. En fait, il y en a, franchement, vous allez me trouver un peu consensuel là-dessus, mais c'est vrai que les premiers, il y avait Henri Lecomte et Cédric Pioline. Quand j'ai démarré, c'était les deux consultants. Bon, autant vous dire qu'on se marrait aussi à l'époque avec Henri, avec son petit. Il avait un petit ventilateur. Tout juste, il n'avait pas un éventail en fait sur la terrasse. Et donc voilà, puis bon, on a traversé la pluie aussi. Je me souviens avec Cédric, quand le vent soufflait en rafale avec la pluie, que j'avais mon ordinateur en face de moi qui s'est envolé carrément. On était obligé de se protéger. C'était ça, c'est des souvenirs extraordinaires aussi que je garderai, qu'on ne revivra plus en fait avec le toit maintenant. Il y aura plus. C'est vrai que ça, dans ma période, ça m'est arrivé quand même de meubler les dernières années, de meubler pendant 2 heures, 2 à 3 heures en fait. Bon, c'est mon métier. J'aime. Alors, je préférais que ça joue, ça c'est évident. Mais après, c'est des bons moments. Alors, on repasse des bouts de match, on fait des duplex, etc. Enfin, voilà, on habille le truc. Et alors, ce qui était marrant d'ailleurs, c'est qu'on se rendait compte que l'audience, en fait, elle fléchissait pas tant que ça, quoi. Les gens partaient pas. Je me souviens, une fois, un après-midi épouvantable, on avait fait quasiment que du plateau, des invités. On repassait juste des petits bouts de match. On avait diffusé du double, de légende, des choses comme ça. Et on avait fait, je crois, 14 ou 15% de part de marché l'après-midi. C'était hallucinant. J'étais scié. Et c'est là d'ailleurs que je me souviens aussi de Riner qui était venu aussi un après-midi où il n'y avait pas de match. Mais bon, voilà, quoi, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Mais ça n'arrivera plus. C'est ça qui est bizarre, c'est de se dire que ça n'arrivera plus jamais, en fait. Je me souviens à un moment donné, en fait, je rendais l'antenne. Alors, genre, pour passer, je sais pas, Rex, je sais plus quoi. Et puis, en fait, sur la fin, les dernières années, je crois 2018, 2019, où il n'y avait pas le toit, France 2 nous demandait, en fait, de garder l'antenne. On rendait pas l'antenne, donc du coup, on meublait. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote où donc, pareil, avec Fabrice Collin, donc, comme on travaille beaucoup, lui dans mon oreille, lui est en régie, donc il gère tout aussi là-bas. Et à un moment donné, j'avais tout fait, tout. Et je dis à l'antenne, bon, Fabrice Collin, on fait quoi maintenant? Et il me dit dans l'oreillette, démerde-toi. Voilà. Et donc, j'éclate de rire. Et on a continué de meubler, et avec les consultants, on raconte des anecdotes, etc. Bon, voilà quoi. Mais c'est une bonne ambiance, et je pense que le public le sentait. C'est pour ça, en fait, je pense qu'il restait quelque part. Voilà. Et puis, en attendant quand même que ça débâche et qu'il y avait toujours ça quand même qui comptait. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est là où votre rôle peut-être prend d'autant plus de valeur et d'importance, quoi. Oui, c'est sûr. Mon rôle, il est très important à ces moments-là, effectivement, ce qu'on appelle l'habillage. Et puis, évidemment, dans le choix des matchs. Ça, c'est sûr. Là, c'est capital. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a eu un changement de ton sur France Télé au fil des années via des grandes étapes? Par exemple, il y a 2 ans, il y a eu un changement de commentateur aussi. Lionel Chamoulot est parti. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a eu comme ça
des phases au fil des années où il y a eu des changements de ton, de rythme, de manière de commenter? C'est vrai que le départ de Lionel, ça a été quand même. Moi, ça m'a fait quelque chose quand même, parce que c'était la voix du tennis pendant 30 ans, vous imaginez quand même. Depuis que le tennis est sur France Télévisions, il y avait Lionel aux commentaires. Donc, je me suis dit, oh là là, ça va faire bizarre quand même l'année prochaine. C'est quand même un coup dur, voilà. Bon, puis après, avec Fabien Lévesque, avec Mathieu Lartaud, on s'entend très très bien. Ce sont des très bons commentateurs. Il y a une bonne ambiance. Voilà, on le voit le matin lors des conférences de rédaction. Ça rigole bien. Franchement, c'est parce que c'est très important ça quand on fait des événements. J'ai la chance d'en faire beaucoup. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance entre nous. C'est absolument indispensable. S'il y a des tensions. Là, ça devient compliqué, ça se ressent à l'antenne, vous voyez. Donc, il y a une continuité, en fait. Il y a une continuité, je pense, après Lionel. Donc, c'est une bonne chose. Après, bon, on reproche souvent à notre époque, voilà, qu'on peut plus dire grand-chose, qu'on peut, voilà, avec l'ère des réseaux sociaux, cette transformation que vous avez vécue au fil des années, est-ce que ça aussi, ça a affecté votre manière de commenter? Écoutez, ça c'est sûr qu'il faut faire aujourd'hui très attention parce que sinon il y a le tribunal des réseaux sociaux derrière. Tribunal Donc, du web. ouais, c'est ça. Donc, il faut faire. Aujourd'hui, un mot peut choquer, peut gêner. Alors, moi, j'ai pas non plus envie de me censurer ou de tout le temps penser à ça parce que quelque part, si on en arrive là, on n'est plus naturel. Moi, j'ai envie d'être naturel. Bon, en même temps, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. J'ai jamais eu le moins de problèmes ou le moins de dérapages ou quoi que ce soit. Donc, bon, je vois pas pourquoi je serais désobligeant envers une catégorie de gens. Donc, voilà. Mais je pense qu'il faut pas trop non plus subir ça, en fait. Il faut rester tel qu'on est. Mais faire attention. Voilà. C'est tout. Vous l'avez subi une fois, je crois, parmi les polémiques ridicules, c'était l'histoire des sushis là, avec Nishikori. Oui, ça, oui, c'était complètement. Ça fait partie de ces trucs un peu ridicules, mais. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, c'était Tsonga qui menait 2-7-0 contre Nishikori et j'avais relancé en disant pas de sushi pour Tsonga. Bon, alors, ok, qui est peut-être un jeu de mots à 2 balles, hein. Mais alors, il n'y avait pas une once de début, de commencement de mépris envers la communauté japonaise. Vous imaginez qu'il n'y avait pas. Mais bon, voilà, ce genre de blague en fait ne passe plus aujourd'hui. Le truc, c'est que j'avais relancé comme ça et il y avait eu surenchère en fait à l'antenne de jeux de mots. Hop, voilà. Donc voilà, l'ensemble avait peut-être été un peu lourd, on va dire entre guillemets. C'est là aussi où voilà, mais pas de quoi en faire un plat, quoi. Rien à voir, mais je voulais avoir votre regard sur les rapports un peu je t'aime moi non plus entre la télé et le tennis. On en parle beaucoup en ce moment avec l'évolution possible des règles du jeu. Oui. Ça parle beaucoup des télés en fait, hein, voilà, c'est parce que le tennis est un sport long qui n'est pas toujours compatible avec les programmes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Les puristes, eux, préfèrent le format actuel. Vous qui aimez bien à la fois, qui êtes un homme de télé tout en étant passionné de tennis, quel est votre regard là-dessus? Mais moi, je suis un puriste total, en fait. Conservateur. Il suffit de voir ce qu'ils ont fait de la Coupe Davis. Vous voyez, je veux dire, la Coupe Davis, c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, ça ressemble plus à rien, quoi. Voilà, Oui. Ils auraient même dû la débaptiser. Mais enfin, il y avait tellement de meilleures idées que ça. Peut-être de la mettre une fois tous les 2 ans, par exemple. Ça lui aurait donné un côté un peu plus événementiel. Bon. Mais bref, moi, par exemple, je félicite et je touche du bois pour que ça continue, mais je félicite la Fédé de laisser qu'il n'y ait pas de jeu décisif au 5e set à Roland-Garros. Oui, parce que, ouais, j'ai peur qu'on y arrive un jour. Hein, je ne sais pas, je pense que ce n'est pas d'actualité, mais merci à Roland-Garros d'être le seul tournoi du Grand Chelem voilà, où on n'avorte pas un match comme ça. Donc, après que
pour la télévision, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 30 ans, il y a plus de zapping. Donc les gens veulent passer d'un truc à un autre, etc. Donc c'est vrai que le match de tennis peut être très long. Moi, je serais même pour le mettre les 5-7 chez les femmes, mais bon, après, je vais même dans l'extrême inverse, moi. Ah ouais? Bah ouais, je trouve que ça limiterait un peu. Alors peut-être pas sur tout le tournoi, hein, peut-être en deuxième semaine, j'en sais rien, mais on regrette beaucoup le turnover chez les femmes. Et moi, je pars du principe que plus les matchs sont longs, plus ils sont sélectifs. Donc, c'est sûr. Je me dis chez les femmes, ça pourrait peut-être permettre d'instaurer un peu mieux une hiérarchie, qui permettrait ensuite au public de s'identifier un peu plus aux joueuses. Bon, je sais pas. Oui, c'est sûr que les favorites, les grandes joueuses en 5-7 tomberaient moins lors des premiers tours. Hein. On pourrait déjà au moins essayer de mettre les finales en 5-7, hein, dames. Le Roland Garros Covid, pour vous qui aimez bien un peu l'effervescence, le public, tout ça, ça doit être dur. Non? Oui, c'est dur. C'est dur. Après, dans les mauvaises choses, il y a toujours des bons côtés. Ouais. Bon, enfin en tout cas, si on essaie de voir le verre à moitié plein, et le truc qui était génial l'année dernière, c'est que donc du coup, pas une personne ne m'a demandé de place. Et ça, je peux vous dire que c'est un bonheur. Hein. Mais c'est, oh là 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 là, c'est la première année. Hein, c'est la première année. Bah oui, puisque comme c'était, il y avait quasiment pas de public, machin. C'était un soulagement. Bah oui. Parce que vous en avez, vous, des places ou... Parce que moi, c'est vrai, ça m'arrive. Mais non, en plus, c'est ça. C'est que les gens ont l'impression que j'ai un carnet de tickets, que bon, t'en veux combien? 4 alors que j'ai rien. Alors, ça m'est arrivé de faire rentrer le système D, de faire rentrer par connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est toujours, bon, ça prend du temps. Ça, je veux dire, franchement, il y a d'autres choses à faire que ça, quoi. Donc, et puis c'est incessant en fait, c'est des demandes franchement incessantes. Ah ouais, oui. Mais je vous jure. Les amis du mois de mai. Ah ouais, mais même des gens qui m'écrivent pas un texto, qui m'appellent jamais dans l'année, et qui 15 jours avant Roland Garros, allô, je voulais avoir tes nouvelles. Tu n'aurais pas 2 places là pour... Ah, les gens sont gonflés quand même. Ah, il y en a. Hein. Et pour mon banquier, là, il m'en faudrait pour mon banquier. Non, mais sérieux, quoi. C'est un truc de fou. Donc, bon, ça, je remercie le Covid à ce niveau-là. Bon, bah voilà, il y a toujours des avantages à toute situation. C'est ça. Exactement. Bon, bah merci beaucoup, Laurent, en tout cas. Merci, Rémi. Merci à vous. Jeux, 7 et match. C'était Pod Courts, le podcast qui prolonge l'échange.